Bienvenue dans ce podcast dédié à l'écologie humaine, où sont mises en lumière les initiatives et réflexions qui retissent des liens, que ce soit entre humains ou entre ces derniers et le reste du vivant. Explorons alors ensemble les chemins défrichés par ces porteurs de projets qui souhaitent faire rayonner une belle solidarité et un vrai respect de leur environnement. Allez, c'est parti, il est temps de construire ensemble un monde mieux relié, plus humain, mais surtout davantage bienveillant. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, les déchets, et notamment les déchets non recyclables. Mais pas de panique, on va parler solutions avec Nicolas Cruau. Ce dernier est fondateur de Neolith, une start-up qui transforme les déchets non recyclables en pierre. Une idée de génie dont il va nous raconter la genèse et les applications tout de suite. Bonjour Nicolas Cruau, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Je m'appelle Nicolas Cruau, j'ai 28 ans, je suis ingénieur de formation et je suis actuellement président d'une start-up qui s'appelle Neolith, qu'on a créée il y a 5 ans avec 2 associés sur la thématique du traitement des déchets non recyclables. J'ai commencé, mes études par une prépa, scientifique en 2013 et j'ai intégré l'École polytechnique à Paris en 2016 sur un cursus ingénieur généraliste et en 2018, mon père, qui est un de mes associés, m'a proposé son idée de traiter les déchets non recyclables en les transformant en pierre et donc on a commencé à travailler là-dessus pendant mon cursus d'ingénieur. À la fin de nos études, en fait, moi et mon autre associé qui est également ingénieur, on s'est lancé en 2020. Maintenant, on a déployé Neolith. Qu'est-ce que Neolith et quelle est sa principale mission? Neolith, c'est une start-up industrielle angevine. Aujourd'hui, on est 200 salariés et notre mission, c'est de trouver une alternative au traitement des déchets non recyclables. Aujourd'hui, vos poubelles, c'est enfoui ou incinéré. Le problème, c'est que ces 2 solutions émettent beaucoup de CO2 ou de méthane, et donc ont un impact, très négatif sur l'environnement et donc nous, Neolith, on développe une technologie qu'on a appelée la fossilisation accélérée des déchets, qui consiste à transformer ces mêmes déchets non recyclables en des granulats de construction. C'est des petits cailloux qui peuvent être ensuite réutilisés pour faire, de la construction comme des granulats naturels, notamment des bétons aujourd'hui. Il serait intéressant pour nos auditeurs notamment d'avoir quelques chiffres et un état des lieux sur les déchets non recyclables en France. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Les déchets non recyclables, aujourd'hui, il y en a 30 millions de tonnes par an en France. La moitié de ceux-ci sont votre ordure ménagère, la poubelle noire ou verte de la cuisine et l'autre moitié, c'est à peu près la même chose, mais pour les entreprises et les industriels. Donc c'est la benne de déchets qu'on voit sur le parking des entreprises. Donc c'est composé de plastique, de papier carton souillé, de textile en mélange, de un peu tout ce qu'on peut imaginer. Nous, on s'intéresse dans un premier temps aux 15 millions de tonnes qui sont générées par les entreprises. C'est un flux un peu plus simple à gérer et commercialement plus accessible. Et donc nous, dans la chaîne de valeur, on reçoit les déchets, provenant des collecteurs et centres de tri qui viennent, faire du porte-à-porte. Ces gens-là collectent les déchets, ils trient ce qui est recyclable et ils ont une fraction non recyclable qui leur reste, qui représente, à peu près, entre 70 et 90 du flux quand même qu'ils reçoivent, donc c'est une grande partie. Aujourd'hui, ils doivent payer l'enfouissement et ben, au lieu de payer l'enfouissement, ils payent la fossilisation. Transformer les déchets en pierre est une idée extraordinaire, mais comment a-t-elle émergé? L'idée initiale, moi, elle vient de mon père, William, qui est, mon associé donc et qui a fait pendant 40 ans de la une taille de pierre en Anjou. Il travaillait un matériau calcaire qui s'appelle le tuffeau et ce qu'il s'est dit, c'est que ce tuffeau, comme tous les calcaires sédimentaires, il s'est formé par la sédimentation et la fossilisation des matières organiques du Crétacé, donc en gros des déchets des dinosaures, pour faire simple, qui se sont fossilisés progressivement pour devenir un caillou. Et donc il s'est demandé si ce processus géologique naturel, on ne pouvait pas le répliquer, l'accélérer et l'appliquer à nos propres déchets à nous, pour obtenir à la fin un matériau de construction. Tout le procédé a été conçu, finalement en mimétisme de ce procédé géologique, avec des outils industriels, pour essayer d'obtenir le meilleur matériau à la fin. Quel est votre process pour transformer ces déchets non recyclables? Nous, on prend la matière, on va extraire tous les indésirables et enfin, c'est pas une grosse proportion du déchet, mais les quelques trucs, qui sont, potentiellement contraignants par rapport à notre granulat à la fin. Donc on a une sorte d'étape de préparation de la matière. Ensuite, on va la microniser. Donc on va faire une très fine farine, une très fine poudre à partir des déchets en mélange. Toutes les particules de déchets vont être inférieures à 500 microns, en gros, en taille de particules. Cette poudre, on va la faire réagir avec, des liants minéraux, donc notre secret de chimie industrielle. En fait, la réaction de cette poudre avec ces liants va obtenir une espèce de pâte à modeler minérale qu'on va pouvoir ensuite monter sous très haute pression
pour former, des granulats denses. Tout ce processus-là, il n'a pas besoin de chaleur. Donc c'est pas une combustion ou c'est vraiment mécanique et chimique et à la fin, pour obtenir un granulat qui a une résistance comparable à des granulats naturels, il faut qu'on attende, de l'ordre de 2 mois pour obtenir un matériau qui ait fini sa réaction chimique, en fait. On peut, ensuite, mettre en forme la matière sous la forme qu'on veut. Mais à quoi peut-il servir ce fameux granulat? Le granulat, on l'a appelé anthropocyte. Anthropo, c'est l'homme et cyte, c'est minéral, en gros. C'est le minéral de l'ère humaine. Les applications, elles viennent avec les différentes certifications qu'on a et qu'on obtient progressivement. La première certification qu'on a eue, c'est on vient remplacer des granulats naturels dans des formulations de béton. Les premières formulations de béton qu'on a, c'est béton non structurel. C'est beaucoup de béton qui sont utilisés dans les travaux publics, qui ne portent pas structurellement les bâtiments. On a lancé des process de certification qui sont assez longs sur les bétons structurels. Donc, par exemple, tout ce qui va être fondation, dalles, plancher, ce genre de choses. L'avantage de faire des granulats, c'est que je disais qu'en entrée, dans le gisement d'entrée, c'est 30 millions de tonnes de déchets par an en France. Les granulats, on en consomme plutôt de l'ordre de 300 millions de tonnes par an en France. En fait, on va pas venir, produire des granulats dont on ne saura quoi faire à la fin. On va toujours avoir un exutoire pour ces granulats parce que le granulat, c'est la première matière consommée après l'eau et donc on en a des besoins en quantité, pharaonique. Diriez-vous que c'est la protection de l'environnement qui a motivé votre démarche et celle de votre père? Mon père, à la base, ce qui le drive, c'est pas exactement l'écologie. Il s'est dit que c'était tant qu'à faire, c'était mieux d'éviter de faire des montagnes de déchets, mais ce qui le drive fondamentalement, lui, c'est la matière minérale. C'est un amoureux du caillou et il est très focalisé là-dessus. Et encore aujourd'hui, il travaille avec nous plutôt dans un service d'innovation et il est très centré sur la matière minérale, comment on peut faire mieux, comment on peut faire différent, comment est-ce qu'on peut inventer des choses nouvelles dans le caillou. Parce qu'il pense que c'est un domaine encore très inexploré. Moi, par contre, quand il m'a présenté son idée, ce qui m'a frappé, c'est l'impact potentiel, d'un point de vue environnemental. Si on pouvait fossiliser tous les déchets qu'on enfouissait ou qu'on incinérait aujourd'hui en France, on pourrait réduire de l'ordre de 7 les émissions de CO2 du pays. Donc c'est, plus de 2 fois les émissions du transport aérien en France. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est de me dire, avec une seule technologie qui a pas l'air très compliquée à déployer une fois qu'elle est maîtrisée, qui est pas spécialement plus chère que l'enfouissement ou l'incinération, on peut abattre des grosses quantités d'émissions de CO2 pour une seule entreprise, quoi. Si on arrive à trouver déjà une dizaine de technos comme ça sur un peu tous les secteurs, on a abattu, 80 du problème. Moi, ma conviction, c'est que l'outil industriel doit pouvoir aussi servir à des volontés écologiques. On s'est servi de l'outil industriel pour faire de la production de masse, pour faire aussi, de l'abattement des coûts et tout un tas de choses. Et cet outil industriel qui permet de répliquer des technologies et des savoir-faire à des échelles, considérables, et bah, si on l'applique sur des procédés intrinsèquement écologiques, on peut faire de l'écologie à échelle industrielle. Et à mon sens, à la fin, vu que la problématique du changement climatique, c'est une problématique industrielle, il faut y répondre aussi avec des moyens industriels. On ne peut pas faire que garder le système, industriel, traditionnel, puis considérer que, par, simplement le changement de motivation, des gens, ça va marcher. Il faut réussir à imbriquer tout ça. Vous travaillez donc avec votre père et peut-être également avec d'autres membres de votre famille. Comment ça se passe au quotidien? Je travaille avec mon père, ma mère, mon frère et un cousin. Ça se passe très bien, d'une manière générale. On a un système, qui est un peu particulier parce que moi, je suis le patron de mon père, même si on est associés. Dans la hiérarchie, c'est pas lui qui commande. Ça, il l'a très bien accepté depuis le début et c'était comme ça qu'on avait construit notre relation, d'associés. Mais ça apporte des fois des situations un peu rigolotes où c'est moi qui lui tape sur la tête pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire ou pour trancher un point où on n'est pas d'accord. Mais d'une manière générale, c'est très sain, je trouve. L'entrepreneuriat, à la fin, c'est quand même très exigeant sur le plan personnel. À la fin, on pense quand même beaucoup à ça et pas à grand-chose d'autre. Et donc, le fait d'avoir ses proches qui sont aussi dans la même démarche et là, encore plus dans la même entreprise, ça permet aussi enfin, que quand ça va pas, ils savent pourquoi ça va pas. Enfin, c'est à la fois tout ou rien parce que si vraiment tout va mal, bah, personne ne va bien dans le système, mais on n'est pas seul en fait, c'est ça. Et je pense que la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose de commun et là, on n'est pas seul. Déjà, j'ai mes associés, mais en plus, finalement, ma famille étant embarquée dans le système, bah, on est ensemble, quoi. Quel est le modèle économique de Néolith? Qui sont vos clients? Nous, on traite avec un nombre de clients assez limité. Les clients en amont qui nous apportent les déchets, c'est un revenu pour nous. Ce sont les acteurs du tri, donc petits et gros.
Donc c'est des gens qui collectent, chez les entreprises, qui trient, qui doivent payer normalement l'enfouissement. Donc ça, c'est, par usine, c'est quelques clients de l'ordre de 5 à 10. Et en aval, donc la production de granulats, on la fait pas en direct auprès des constructeurs. En fait, on vend les granulats à des carriers, donc aux producteurs de granulats naturels, qui finalement prennent ce granulat comme une extension de leur gamme et eux, après, ils vont vendre à leurs clients traditionnels, les centrales à béton, les gars qui font des routes et tout ça. Diriez-vous que la réglementation française et européenne impacte votre business? Le marché, il est structuré par la réglementation dans le déchet. S'il y avait pas de contraintes environnementales, enfouir, ça coûterait 5 fois moins cher que maintenant et il y aurait aucun process de recyclage qui serait viable. Tout le monde bainerait ses déchets dans des trous et puis point barre. Aujourd'hui, ce qui pousse beaucoup, c'est déjà, il y a une loi en France qui est la loi, de 2015 pour la croissance verte qui cherche à réduire les capacités d'enfouissement. Donc les capacités d'enfouissement, donc des sites d'enfouissement, c'est des capacités qui sont, autorisées par décret préfectoral. Donc les préfets, pour respecter la loi, réduisent d'année en année la taille disponible des sites d'enfouissement. Donc ça fait que les déchets, ils doivent aller quelque part ailleurs. Ça augmente aussi de facto le prix du traitement et donc ça crée du potentiel économique pour d'autres technos qui étaient potentiellement trop chers à la base. À ça s'ajoutent aussi des augmentations de taxes sur l'enfouissement pour rendre moins compétitives des solutions, polluantes et finalement créer de la place pour des solutions alternatives. Et ce qui se présage là de pas mal au niveau européen, c'est, l'intégration de la filière, traitement de déchets dans les quotas carbone. Aujourd'hui, les quotas d'échange de carbone sont que entre les très gros pollueurs, donc les centrales à charbon, les aciéries, les cimenteries, tous ces gens-là. Et la réforme de ce marché, vise à étendre ça aussi aux incinérateurs et potentiellement aux décharges. En fait, ils vont devoir payer pour leur CO2 globalement et vu qu'ils sont très émetteurs, ça va encore impacter leur modèle économique et leur efficience économique et donc ça va nous rendre, nous et les acteurs du recyclage, de plus en plus compétitifs face à eux. Donc la trajectoire est plutôt très favorable, dans le contexte actuel. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Neolith? Bah, nous, notre modèle, c'est qu'on déploie des usines qu'on appelle les fossilisateurs, qui font 100 000 tonnes de capacité par an et qui sont des standards réplicables. Donc la première va être déployée en région angevine, mais les suivantes vont être déployées dans toutes les régions de France. C'est-à-dire que vu qu'on nous apporte les déchets, on a juste à signer les clients qui ensuite nous apportent les déchets. On n'a pas de logistique à gérer spécialement. On doit juste gérer notre usine, sa production. La première se fait à côté d'Angers parce que c'est plus simple pour moi, mais fondamentalement, on pourrait en faire en Corse ou ailleurs, ça changerait rien. Et donc, on a une trajectoire de déploiement là sur les prochaines années, en déployant un peu partout des usines, qui fait qu'on va mailler, assez rapidement la France et on commence à regarder les marchés, finalement proches européens. C'est des marchés similaires, quoi, c'est le même genre de prix, les mêmes genres de déchets. Il y a pas de raison qu'on n'y aille pas non plus. On a aujourd'hui 2 petites unités industrielles qui sont des petites usines, hein, qui font quand même, quelques milliers de mètres carrés. La grande arrive, très prochainement, quoi, dans en l'espace de 12 mois. Moi, j'ai peur, c'est toujours que les innovations sympas, elles restent dans un placard ou dans une niche où à la fin, on n'en voit jamais la couleur. Nous, c'est pas notre sujet. On a 2 pilotes industriels aujourd'hui, mais des pilotes qui sont quand même déjà très grands. Et là, on passe à des échelles supérieures parce que le quantité de flux de déchets à traiter est impressionnant. Une unité de 100 000 tonnes, c'est quelque chose qui fait 5 hectares, qui voit passer quand même pas mal de flux. Et donc, c'est ça qu'on va déployer à partir de l'année prochaine. Beaucoup se posent la question, trier à la source a-t-il un réel impact sur la gestion des déchets? Actuellement, il y a beaucoup de matières non recyclables qui, si on pouvait les triturer très précisément et tout, le seraient encore. C'est-à-dire que moi, je reçois encore des petits morceaux de carton, des petits morceaux de plastique, qui ne sont pas recyclables parce que soit ils sont trop petits et en fait, un acteur du tri a pas le modèle économique pour, prendre avec ses mains, un petit truc de 10 grammes, et puis le mettre dans la bonne benne. Donc, si ça arrive en mélange et que c'est trop petit dans le flux, grosso modo, ça ne sera pas recyclable. Et d'un autre côté, c'est aussi les matériaux composites. Mais là, c'est de l'éco-conception côté industriel. Mais dès qu'il y a plus qu'une matière qui est prise en jeu, ça devient très compliqué à recycler. Et donc, nous, les matériaux composites, ils arrivent directement dans le flux non recyclable et on les reçoit en aval. Il y a vraiment un gros enjeu de tri à la source. Je sais qu'il y a eu beaucoup de publicité négative finalement vis-à-vis du tri à la source où je rencontre toujours plein de gens qui me demandent: «Mais du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre, dans la poubelle jaune?» La réponse est oui. Il y a une partie du flux qui va in fine, sera pas recyclable. C'est peut-être 20 sur la poubelle jaune, mais ça reste quand même, très majoritairement recyclé. Si vous la mettez dans la poubelle noire, vous êtes sûr que 100 est non recyclable. Enfin, il y a pas un gars qui va s'amuser à surtrier la poubelle noire. Donc, par défaut, enfin, le tri à la source, c'est important et il faut pas le négliger. Donc, à l'échelle de la personne, c'est là où il y a de la manœuvre pour jouer et à l'échelle des entreprises qui
conçoivent des produits. C'est l'éco-conception, penser monomatière, penser, réparation, penser tout ça. Mais alors comment accélérer les choses? Comment faire en sorte que les entreprises en France prennent le sujet de la gestion des déchets à bras le corps, quand ça n'est pas déjà le cas? Les acteurs du marché qui sont mes clients, c'est des acteurs qui raisonnent quand même, pour la très grande majorité, seulement en fonction de la pression qu'ils se prennent par leurs propres clients. En gros, les gens qui collectent les déchets, si tout le monde s'en fout de savoir où va la poubelle, eh bah, ils vont arbitrer d'un point de vue purement économique. Ils vont même pas réfléchir, plus loin, sauf à avoir des grandes, convictions internes. Et donc c'est très important, je pense, que les gens comprennent où vont leurs déchets, qu'est-ce qui arrive et commencent à demander un peu plus d'amélioration sur ce truc-là. Tout le monde bosse dans une entreprise, à peu près. Dans cette entreprise, il y a quelqu'un qui vient collecter le déchet. C'est assez facile d'aller voir, le directeur général, si c'est une petite boîte ou le directeur des achats ou le directeur de la RSE si c'est une grande et lui dire: «Bah, attends, moi j'ai vu une techno qui traite les déchets de façon mieux. Est-ce que tu demanderais pas à ton, prestataire de déchets, s'il pouvait pas plutôt utiliser cette techno-là?» Et en fait, c'est un peu les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Nous, on voit qu'il y a beaucoup de nos clients actuels qui, en fait, sont venus parce que leurs propres clients leur ont demandé notre techno. Et finalement, quand ça vient de là, c'est quand même beaucoup plus facile, le mécanisme d'absorption. C'est toujours un peu chiant de changer d'habitude. Donc si c'est leurs clients qui leur demandent et qui sentent que finalement, si à un moment ils s'y mettent pas, leurs clients, ils vont aller chez quelqu'un qui le fait, enfin, il y a un risque de marché pour eux et donc là, ils vont se bouger. Je dirais que la pression, citoyenne et de l'unité de base, apporte beaucoup. Merci à vous Nicolas Cruau d'avoir parlé de cette fabuleuse aventure que vous vivez, transformer les déchets en pierre et accélérer le processus de fossilisation. Cela semble une idée géniale et donne envie d'être créatif chacun dans son domaine. Vous l'avez justement souligné, le pouvoir est dans nos mains pour améliorer la qualité de notre environnement. Et sur ce, on vous dit merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire découvrir à l'un de vos proches et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts inspirants. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu.